La team, salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'ETF parce que quand je fais des vidéos un peu plus courtes, eh bien, tu as des personnes qui me disent en commentaire que je fais un peu comme tout le monde, que je passe en surface, que je vais passer en profondeur sur les ETF, qu'il y a plein de choses à dire, que c'est un peu moyen. Alors aujourd'hui, c'est la guerre. Voilà, la vidéo, elle va être complète, en tout cas la plus complète possible à l'instant T. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les ETF. Mais avant de continuer, j'aimerais te dire que ça fait, en tout cas, ça prend vraiment un travail monstre et du temps de faire ce genre de vidéo. Donc, pour me remercier, si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir. Sur ce, je vais dérouler cette vidéo déjà en utilisant un langage plutôt facile à comprendre. Je vais essayer de vulgariser au maximum pour que si toi, débutant, si tu débarques sur cette vidéo et que tu sais pas trop de quoi on va parler, ou alors si tu es en train de démarrer la bourse, tu vas voir que c'est vrai qu'on peut être assez vite perdu au milieu de toutes les valeurs, les métriques. Et je vais vraiment essayer de simplifier au maximum. Pour autant, il y a quand même une limite à pas dépasser. Parce que si tu as envie de comprendre correctement comment ça fonctionne, je vais devoir utiliser des termes techniques, entre guillemets, des termes que tu retrouveras un peu partout sur le domaine financier. Donc c'est vrai que, eh bien, pour faire une petite introduction, les ETF, quand tu commences à rechercher des stratégies boursières, que tu débutes la bourse, eh bien, tu entends souvent parler d'ETF, ETF, un petit peu comme le produit magique, le portefeuille miraculeux qui te permet d'avoir des performances plutôt correctes sans forcément connaître quelque chose à la bourse et en y passant très peu de temps chaque mois. Ça paraît vraiment incroyable comme ça et quelque part ça l'est. Tu vas voir que les ETF sont un produit financier qui vraiment peut être adapté à tout le monde et sur lequel tu peux baser une stratégie long terme sans avoir à fournir trop d'efforts. Et ça, c'est vraiment le gros côté positif des ETF. En plus du fait que, contrairement à une action, ça ne peut pas couler, tu le verras. On va parler de tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Et la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un ETF concrètement? Parce que bon, on est quand même là pour parler de ça. Alors ETF, c'est l'acronyme anglais de Exchange Trading Fund. Globalement, c'est un fonds de placement qui est négocié en bourse, exactement comme peut l'être un fonds commun. D'ailleurs, les ETF font partie de la catégorie des OPCMV. Alors tu m'excuseras, mais mon cerveau ayant bugué, j'ai dit toute la vidéo OPCMV alors que c'est OPCVM. Voilà pour la petite info. Donc organisme de placement collectif en valeur mobilière. Les ETF, si tu veux, ça va être un super package, un produit financier qui va regrouper plusieurs sous-jacents. Ce qu'on appelle sous-jacents, ça peut être des actions américaines, ça peut être des matières premières, pardon, ou tout simplement, tu vas comprendre le truc, c'est que l'ETF, quand tu cliques dessus, tu vas acheter en un seul clic et en une seule ligne, par exemple, tout l'indice du CAC 40 ou tout l'indice du S&P 500, ou alors tu vas avoir un ETF sur l'or qui va essayer de répliquer à la hausse comme à la baisse l'or, un ETF sur le pétrole. Bref, le but de l'ETF, c'est d'être le plus proche possible et te donner la performance la plus proche possible de son sous-jacent. Si tu as un ETF sur l'or et que le cours fait comme ça, eh bien, si l'ETF est bien constitué, sa courbe va être exactement la même. On verra qu'il peut y avoir des petits écarts que celle de l'or. Donc ça, c'est vraiment pour la partie ETF. Et comme je te l'ai dit, les ETF, c'est une sous-catégorie très spécifique des OPCMV. Alors, il faut savoir un truc, c'est que tous les ETF sont, en tout cas, font partie des OPCMV, mais tous les OPCMV ne font pas partie, ils ne sont pas des ETF. Parce que dans les OPCMV, tu vas avoir des fonds communs de placement. Les ETF, c'est des fonds, mais spécifiques, un peu différents, c'est-à-dire que les ETF sont des fonds ouverts, ce qu'on appelle des open-ended funds, tout simplement à la valeur du fonds. Ça, c'est un des deuxièmes trucs. Et un troisième truc, c'est que sur les ETF, tu n'as pas de quantité prédéfinie comme peut l'être une action ou une part dans un fonds. Les quantités sont ajustées en fonction de la demande. Donc si demain tu as 300 000 personnes qui veulent acheter un ETF, il n'y a pas de souci, tu ne vas pas arriver en mode non, il n'y en a plus à vendre, il n'y a pas de vendeur, ça ne se passe pas comme ça. Parce que tu vas voir que les ETF sont émis par des boîtes, ce qu'on appelle l'émetteur, des boîtes émettrices, et voilà, ils ajustent la quantité en fonction du nombre de personnes qui veulent acheter l'ETF. Et il y a aussi un autre truc qu'il faut savoir sur les ETF, c'est que par définition, vu que l'ETF est censé répliquer
le plus proche possible son indice de référence, eh bien, c'est pas parce que tu vas avoir un énorme volume de personnes qui vont acheter ou vendre l'ETF que ça va faire varier le cours, comme par exemple, ça pourrait être le cas sur une small cap, une action à petite capitalisation. Si d'un seul coup, tu as une personne qui arrive et qui rentre avec 15% du capital engagé, eh bien, tu peux avoir l'action qui fait un bond vers le haut ou vers le bas en fonction de s'il achète ou s'il vend. Ça va pas être le cas sur les ETF. Donc voilà globalement ce que c'est qu'un ETF. Il faut bien se rappeler d'une chose. Voilà, un ETF, c'est un super package, un super ensemble on va dire de produits financiers qui peuvent être des actions, des obligations, des matières premières que tu vas pouvoir acheter en un seul clic. Alors, d'où viennent les ETF? C'est quoi un peu l'histoire des ETF? Les ETF sont des produits qui ont été émis dans les années 1990 et c'est vrai qu'on a tendance à voir un peu le père fondateur comme John Bogle, un gestionnaire de fonds américain. Et c'est vrai que les ETF, à l'initial, ils ont été introduits pour faciliter l'investisseur, tout simplement, vraiment pour faciliter l'investisseur. Parce que pour quelqu'un qui, par exemple, voudrait avoir un portefeuille qui se rapproche de ce que peut donner et ce que peut procurer en performance le S&P 500, eh bien, avant les ETF, cette personne-là, par exemple, devait acheter chaque action du S&P 500 dans la même proportion que l'action, enfin en tout cas que le poids de l'action dans le S&P 500. Alors c'est très compliqué, c'est très chiant, ça demande beaucoup de temps, il y a beaucoup de frais d'ordre, etc. Et puis du coup, pour simplifier le truc, eh bien on a mis en place, parce que le premier ETF, bah, devine, il est, en tout cas son indice de référence était le S&P 500, donc c'était un ETF du S&P 500, et voilà, il a été créé pour faciliter les investisseurs. Et d'ailleurs, je peux te donner des données un peu plus précises. Donc, le premier ETF a été lancé en 1993 par State Street Global Advisor, donc sous le nom SPDR, qui veut globalement dire Standard & Poor's Depository Receipts. Voilà, il suivait le S&P 500 et là je peux lire que voilà, il a été conçu pour offrir aux investisseurs la possibilité de suivre la performance de cet indice majeur de manière plus facile et rentable que l'achat de toutes les actions individuelles qui le composent. Donc depuis les années 90, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus d'ETF qui ont vu le jour. Et aujourd'hui, c'est vrai que eh bien, quand tu commences à faire une recherche ETF, tu as 200, 300 ETF. La liste est quand même relativement longue. Tu as des ETF sur tous les indices du monde. Tu as des ETF même qui vont répliquer la performance action mondiale. Tu as des ETF sectoriels. Tu as des ETF sur des matières premières. Tu as des ETF sur l'or. Et bientôt, je ne sais pas si c'est sorti déjà, mais tu as des ETF sur la crypto-monnaie, le Bitcoin, des ETF sur les secteurs émergents. Bref, tu as des ETF pour un peu tout et n'importe quoi. Et c'est quand même relativement cool parce que c'est vrai que tu peux te constituer des portefeuilles qui sont diversifiés. Ça, c'est une des forces des ETF, la diversification. Mais on en parlera un peu plus en détail au fur et à mesure de cette vidéo. Alors, du coup, eh bien, les ETF, si tu veux, ils sont proposés et ils sont émis par des sociétés émettrices qu'on appelle les émetteurs. Donc, c'est un fonds qui va créer et commercialiser et gérer les ETF. Parce que l'ETF, c'est pas une action, hein, c'est un ETF par définition. Et il y a quand même une gestion et tu vas voir que ça va engager des frais de gestion. Du coup, les sociétés qui émettent les ETF, ça peut être des fonds de commun de placement, ça peut être des sociétés qui font que de l'ETF, mais ça peut également, par exemple, être des banques, comme tu peux retrouver en France BNP Paribas, qui a son propre ETF. Alors après, je te cache pas que suivant la société, si tu as société A qui émet un ETF du S&P 500 et tu as société B qui émet aussi un ETF du S&P 500, techniquement, ça sera globalement les mêmes. Après, il peut y avoir des différences. Encore une fois, on y reviendra en détail derrière. Mais très majoritairement du temps, eh bien, un bon ETF va répliquer le plus proche possible la performance de l'indice. Et si un ETF n'est pas assez bon et que les performances sont pas au rendez-vous ou alors qu'il y a des soucis sur la gestion de l'ETF, il sera tout simplement retiré du marché parce que tu vas voir qu'il y a quand même des normalisations. Et si jamais tu étais placé sur cet ETF-là, pas de panique, tu ne perds pas ton argent, toute la valorisation est recréditée, bien sûr, sur ton PEA ou compte titre. Donc ça, c'est les trucs. Par rapport à société émettrice, je peux te mettre une petite liste juste là. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet.
Donc tu as quand même pas mal d'acteurs sur le marché. En France, tu vas avoir BNP Paribas, tu vas avoir Lyxor et Amundi. Alors Lyxor et Amundi, ça vient de fusionner, mais sinon en termes mondiaux, il y en a plein. Il va y avoir OBS, il va y avoir BlackRock, bien sûr, avec les ETF qui sont intitulés iShares. Il va y avoir enfin pas mal d'acteurs. Bref, tu vas retrouver la liste, je te la mets en ce moment-là, juste là. Donc là, on a compris que les ETF étaient émis par des boîtes. On va essayer de faire, en tout cas je vais essayer de faire le maximum dans l'ordre possible, même s'il n'y a pas vraiment d'ordre, mais dans tous les cas je vais aborder tous les points que j'estime ultra importants. Les ETF, quand tu vas vouloir les acheter, et je te montrerai un peu plus tard comment on les achète, eh bien tu vas voir qu'il y a des disponibilités, c'est-à-dire que tous les ETF ne sont pas éligibles au PEA, tous les ETF ne sont pas éligibles à l'assurance vie, et tous les ETF ne sont pas éligibles au compte titre ordinaire. Alors là, tu es en train de te dire, c'est quoi cette histoire? Parce que moi, je croyais que le compte titre, on pouvait acheter tout, n'importe quoi. Oui, mais il y a des ETF, et je m'en suis rendu compte, malgré moi, lorsque j'ai commencé à faire des vidéos sur les ETF. Tu as des ETF qui sont spécifiques à certains pays. Par exemple, il y a des ETF de chez JP Morgan, la banque, la plus grosse banque, la banque qu'on connaît tous, qui sont réservés aux résidents américains. Si tu n'es pas résident américain, tu ne peux pas avoir accès à cet ETF ou à ces ETF-là. Mais très concrètement, avec un CTO, donc avec un compte titre ordinaire, qui est le compte de bourse où tu peux acheter quasiment tous les produits financiers, eh bien, tu vas pouvoir avoir l'ensemble des ETF disponibles au CTO. Et le PEA, eh bien, et assurance vie, PEA et assurance vie, ça ne sera pas systématiquement le cas. Donc pour ça, il y a un truc qu'il faut faire, c'est quand tu dois chercher un ETF, et je te montrerai après comment on peut faire une recherche d'ETF, tu as, d'ailleurs on peut en parler tout de suite. Pour la recherche d'ETF, tu vas avoir plusieurs sites. Donc Morningstar, ETF, tac, tu vas avoir la liste des ETF chez Morningstar. Ouais, on en a déjà pas mal ici. Faudra pas hésiter à aller sur Morningstar, je te mets le lien en description. Tu pourras aller faire tout simplement tes petites recherches. Donc là, on voit qu'il y a quand même pas trop, il y a 2-3 ETF présentés, mais tu as quand même une liste, je ne sais plus exactement où c'est, on va essayer de chercher. Voilà, donc là, tu as toute la liste des ETF, donc on peut voir qu'il y en a un sacré paquet. Et quand tu as trouvé ton ETF, donc tu peux également chercher ton ETF sur des sites comme Boursorama, sur des sites comme Google Finance, Yahoo Finance. Après, trouve-toi l'interface qui te va bien. Et une fois que tu as trouvé l'ETF, c'est bien quand même de se rendre sur le site de l'émetteur. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que là, je t'ai sélectionné un ETF qui est globalement l'ETF que j'utilise du S&P 500 qui a été émis par la société émettrice Amundi, qui est sur la devise euro. Voilà, donc là, quand je me rends sur la fiche de l'ETF en question, on voit bien que c'est donc Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF-euro entre parenthèses CD. Et donc, pour parler simplement, déjà, on va tout de suite décrypter un peu le titre de l'ETF. Et pour ça, eh bien, je t'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où j'en ai parlé, donc je te la remets juste ici. Si on prend l'exemple suivant, donc là je t'ai pris l'exemple pour la vidéo, le Lyxor MSCI EMU USG Trend Leaders DR UCITS ETF ACC, ça donne, eh bien, Lyxor, le nom de l'émetteur, MSCI EMU USG Trend Leaders, indication sur l'indice de référence répliqué, la stratégie. DR, comme je te l'expliquais, c'est le dividende réinvesti, dividende return. UCITS, c'est globalement la directive UCITS, c'est une normalisation européenne. Et ACC, bah voilà, ACC, c'est accumulatif. De toute façon, on avait déjà DR, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ils ont remis les deux dans ce nom-là. Donc là, tu as compris que en fonction du titre, eh bien, tu vas pouvoir avoir quand même pas mal d'indications. Normalement, la majorité des indications se retrouvent dans le titre. T'en fais pas, je vais revenir un petit peu plus tard aussi, par exemple, sur la norme européenne UCITS. Ne t'en fais pas, je vais vraiment détailler. Mais très globalement, quand tu te rends sur le site de l'émetteur, eh bien, tu tombes directement sur, suivant le site, hein, là, je suis sur Amundi.
mais tu vas voir qu'après on va aller, je pourrais très bien aller sur par exemple la recherche interactive broker, je vais te montrer un peu tout ça. Eh bien tu as plusieurs valeurs tout de suite. La dernière valeur liquidative, le cours de l'ETF, l'encours sous gestion, le numéro ISIN, la performance depuis le 1er janvier, les frais de gestion et la politique de distribution. Donc moi j'en étais à te parler dans l'ordre, on va parler de la plaque d'immatriculation de l'ETF qui est concrètement son numéro ISIN. Bon, ça correspond à toutes les actions, tous les produits financiers. Tous les produits financiers sur le marché ont un numéro, une plaque d'immatriculation, exactement comme une plaque d'immatriculation d'une voiture, qui dit que, eh bien, il n'y a que cet ETF-là, il n'y a que ce produit-là qui a ce numéro-là. Donc le numéro, en l'occurrence, c'est le FR0013 41 22 85. Ça veut dire que quand tu fais une recherche, si tu décides de donner par exemple l'info à quelqu'un, parce que tu vas voir qu'il y a des ETF qui se ressemblent quasiment sur le titre et tu pourrais vite te tromper, avec le numéro ISIN, il n'y a aucun moyen de se tromper. Pour ça c'est simple, je vais te faire un exemple. Admettons que je copie la plaque d'immatriculation. Là je suis sur Interactive Broker, je colle, je fais entrer, ça me sort instantanément celui-ci. Là je suis bien sur le Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF. Donc là aucun problème. Pour la recherche d'ETF, je te conseille d'utiliser systématiquement le numéro ISIN quand tu as trouvé l'ETF qui te convient. Donc ça, c'est le premier truc. En vrai, on peut parler un peu du reste. Donc on va commencer par le début. Donc la dernière valeur liquidative, c'est concrètement quel est le coût d'une unité de l'ETF à l'instant T. Donc là, là je te fais la vidéo, on est dimanche. Donc c'était la valeur liquidative à la clôture de vendredi. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, l'ETF, il va se négocier et le prix va varier en fonction de l'indice sous-jacent. Donc là, le S&P 500. Le S&P 500 est composé de 500 sociétés américaines. Donc c'est les 504 plus grosses capitalisations américaines, pour être précis. Et forcément, l'indice va varier. Et du coup, l'ETF du S&P 500 va varier également. Et la dernière valeur liquidative, c'est la dernière valeur de l'ETF à la clôture, en tout cas de vendredi soir, à l'instant où je te fais cette vidéo. L'encours sous gestion, c'est tout simplement, tu vas multiplier la valeur liquidative d'une part par le nombre de parts détenues par l'ensemble des investisseurs. Très concrètement, c'est l'ensemble d'argent, le nombre d'euros, le nombre de dollars qui sont investis dans l'ensemble des unités de l'ETF en question. Et ça te donne l'encours sous gestion. Là, globalement, il y a à peu près 900 millions d'euros. Ça veut dire qu'il y a 900 millions d'euros d'argent qui sont investis sur cet ETF spécifiquement. C'est ça que ça veut dire, l'encours sous gestion. Alors, l'encours sous gestion, c'est quand même une donnée qui est importante. Pourquoi ? Alors, malgré qu'un ETF ne peut pas couler, ça c'est une valeur, c'est une notion qu'il faut bien que tu imprègnes, contrairement à une action individuelle style Tesla, Apple. Bon là je t'ai cité des grosses actions, mais si tu prends des plus petites actions, la société, pour une raison quelconque, peut faire faillite. C'était le cas de Lehman Brothers, de la banque Lehman Brothers, et ça a été le cas de plein d'autres boîtes. Quand une boîte fait faillite, son cours tombe à zéro. Là, tu t'imagines bien qu'avec un ETF qui a pour sous-jacent le S&P 500, le S&P 500, par définition, ne peut pas couler. C'est un indice. S'il y a une boîte qui est pas assez performante, va sortir du S&P 500, va être remplacée par une boîte plus performante, l'indice ne peut pas couler. À moins qu'il y ait, c'est soit la fin de la Terre, qu'on soit totalement éradiqué par un astéroïde. Mais sinon, le S&P 500 ne peut pas couler. Donc, c'est important de le comprendre. Pour autant, l'encours sous gestion, ça donne quand même une bonne indication déjà sur la qualité de l'ETF, parce que si l'ETF est de bonne qualité, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir l'acheter. Et deuxièmement, l'encours sous gestion, ça peut aussi avoir une incidence, une influence sur les frais de gestion qu'on va voir juste après. Généralement, plus l'encours sous gestion est gros et plus les frais de gestion sont faibles. Donc c'est un peu ce qu'on va retrouver notamment chez les ETF de chez Amundi. Ensuite, on en a parlé, le numéro ISIN, donc tu l'as compris, la plaque d'immatriculation de l'ETF. Là-dessus, tu vas voir que
en France, on a des ETF qui sont éligibles au PEA qui commencent par FR, mais suivant le pays émetteur, la société qui sont dans le pays émetteur, eh bien, ça peut changer un petit peu. Performance depuis le début de l'année, bon là je pense que j'ai pas forcément besoin de te faire de te parler de ça en détail, c'est tout simplement la performance depuis le 1er janvier, mais on reviendra un peu plus tard dans cette vidéo sur l'aspect performance sur les ETF. Et par contre là il y a quand même pas mal de choses à dire. Les frais de gestion. Là on voit frais de gestion 0,15%. Les frais de gestion, il faut s'y attarder un petit peu parce que la plupart du temps, et notamment quand tu passes par des banques, c'est un peu moins vrai maintenant parce qu'il y a eu des lois qui ont été passées par rapport à ça. Mais les frais de gestion, ça peut être le truc qui peut te plomber sévèrement ta performance. Les frais de gestion qui sont également appelés ER pour Expense Ratio, voire TER, Total Expense Ratio, ou encore TFE, Total des frais sur encours, eh bien c'est globalement qu'est-ce que ça va te coûter de posséder cet ETF là. Parce que oui, ça va te coûter quelque chose, contrairement à une action qui te coûtera uniquement les frais de courtage à l'entrée et à la sortie, lorsque tu vas acheter et lorsque tu vas vendre. Les frais de gestion sur un ETF, eh bien c'est obligé. Pourquoi? Parce que, je te l'ai dit, les ETF sont émis par des sociétés, les ETF sont des paniers d'actions, les ETF sont gérés activement, c'est-à-dire qu'il y a systématiquement des petits réajustements pour avoir la valeur la plus proche possible de son sous-jacent. Et tout ça, ça se fait pas tout seul. Il y a des équipes qui bossent dessus, il y a des personnes physiques qui s'occupent de ça, qui sont certainement aidées par des IA, des logiciels. Mais pour autant, il y a quand même des gens qui bossent dessus et ça se paye. Donc les frais de gestion, tu vas voir que ça peut être par exemple 0,07% pour le cas d'un ETF de chez iShares. Ça peut être 0,15% pour par exemple celui que je te montre aujourd'hui, mais tu as également des ETF qui sont à 0,25, 0,35, 0,40, 0,50. Et c'est pas à sous-estimer parce que ça fait une grosse différence. Si tu as 0,5% de différence juste sur les frais de gestion, si tu fais une simulation par exemple avec une calculatrice d'intérêt composé, tu vas voir qu'au bout de 2, 3, 10, 20 ans, ça commence à faire pas mal d'argent. 0,15%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, si tu as 10 000 euros d'encours sur un ETF, tu vas payer 15 euros à l'année. C'est vraiment pas énorme, surtout quand on voit un peu la performance que peut donner un ETF et surtout la fiabilité sécurité, et la diversification que tu as en une seule ligne d'action. Mais pour autant, voilà, à ne pas sous-estimer. Et du coup, la chose à regarder quand tu vas sélectionner des ETF, c'est de bien regarder ce qu'on appelle le TFE ou le TER, c'est-à-dire les frais totaux, le Total Expense Ratio, parce que ça va intégrer la totalité des coûts associés à cet ETF-là, et au moins tu n'auras pas forcément de surprise. Donc voilà ce que je peux te dire sur les frais de gestion. Maintenant, là, on est sur 0,15%, et si on utilise l'ETF de chez iShares, sur le S&P 500 par exemple, tu vas voir que les frais de gestion sont de 0,07%. On est quand même 2 fois moins important que les frais de gestion de chez Amundi. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et là, on va parler maintenant de la politique de distribution. Alors la politique de distribution, qu'est-ce que c'est concrètement? Quand tu achètes un ETF du S&P 500, je sais, je vais prendre l'exemple du S&P 500 pendant toute la vidéo, mais parce que pour moi, c'est le marché de référence, donc c'est pour ça que je te parle de ça. Tu vas posséder en sous-jacent des sociétés comme Apple, comme Microsoft, comme Nvidia. Et parmi ces sociétés, il y a des sociétés qui versent des dividendes. Et vu que tu possèdes techniquement des parts de société, eh bien, tu vas percevoir des dividendes. La politique de distribution, c'est très simple. Capitalisant, ça veut dire que les dividendes sont directement réinjectés dans l'ETF pour booster la performance. Tu ne les tout simplement perçois pas sur ton compte espèce, comme tu vas apercevoir des dividendes sur un portefeuille à dividendes ou sur une action qui va distribuer des dividendes. Mais tu peux également avoir une politique de distribution sous forme de distribution. Comme son nom l'indique, ils vont distribuer les dividendes. Et ça permet tout simplement de pouvoir également faire une stratégie sous forme de dividendes avec des ETF, à condition de sélectionner le bon ETF. Là, tu peux voir que, et c'est pour ça que je l'ai sélectionné aussi, la politique de distribution de cet ETF-là,
Et capitalisation et ou distribution, ça va dépendre tout simplement de comment on va gérer le fonds. Parfois, ça sera réinvesti, parfois, ça sera distribué. Mais pour autant, il va falloir que tu choisisses ta propre stratégie. Et surtout, si tu es en PEA ou en CTO, parce que je te le rappelle, et on en parlera un peu plus tard, mais la partie fiscalité sur le CTO, si tu perçois des dividendes, eh bien, tu vas avoir un impôt qui sera calculé chaque année sur voilà, l'impôt classique, le PFU, donc les 30%. Donc ça, c'est intéressant de bien regarder et de bien sélectionner le bon ETF suivant la stratégie que tu as envie de faire tout simplement. Tout à l'heure, quand je t'ai parlé du nom de l'ETF, quand on a un peu décrypté les différents mots en tout cas qui constituent le nom de l'ETF, tu as certainement vu le mot UCITS et tu peux te poser la question qu'est-ce que ça veut dire, et c'est le moment d'en parler un petit peu. Alors UCITS, c'est une normalisation européenne, c'est plus précisément la directive UCITS 4. Donc UCITS veut dire Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. Et concrètement, voilà, c'est une norme commune aux différents pays européens et ça a pour objectif d'harmoniser la réglementation afin que ce soit plus transparent pour tout le monde. Donc tu peux et tu vas retrouver UCITS dans pas mal de noms d'ETF. Par contre, dis-toi bien une chose, c'est que c'est pas parce qu'un ETF contient la normalisation UCITS dans son titre qu'il est forcément éligible au PEA. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'encourage systématiquement, comme je te l'ai dit, d'aller te renseigner sur le site de l'émetteur et d'aller vérifier l'éligibilité. Là, par exemple, chez Amundi, tu descends et tu l'as dans les infos clés et cotations. Juste ici, éligibilité au PEA, oui. Donc, fais attention à ça. Et il y a une deuxième chose qu'il faut savoir sur la réglementation et la normalisation UCITS, c'est que elle te dit que tu ne peux pas avoir plus de 20% d'un seul et même sous-jacent qui compose l'ETF en question. Voilà, tu ne peux pas dépasser 20% sur un seul sous-jacent de composition de l'ETF. Je te la fais courte. Si tu as un ETF du S&P 500, donc qui est constitué des 500 plus grosses boîtes, eh bien, tu ne peux pas avoir une seule société qui va avoir 20%, qui va occuper 20% sur l'enveloppe totale de l'ETF. C'est comme ça. Alors, du coup, tu peux te dire ouais, mais attends, mais Jérém, ça veut dire que si je prends un ETF sur l'or, ça veut dire que l'ETF Gold ne peut pas être constitué à plus de 20% de Gold. Mais comment c'est possible? Et ben, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont chanter le truc et ils vont te mettre à côté des sociétés minières qui vont tourner autour de l'or, et avec le cours de l'or qui sera directement en incidence sur le cours de la société en question, et ils vont essayer de te faire un micmac comme ça pour arriver à répliquer le plus proprement possible la performance du gold. Voilà ce que ça veut dire, mais enfin, il faut le savoir, on ne peut pas avoir plus de 20% d'un même sous-jacent dans un ETF normalisé UCITS. C'est comme ça. Je pense que c'était quand même important de le souligner. Et du coup, on va continuer parce que maintenant, on va parler d'une chose qui est la réplication. Là, toujours pareil, si on descend la méthode de réplication, et tu vas voir que ça, eh bien, il faut quand même s'attarder dessus puisque ça va donner quand même beaucoup d'informations et ça peut être relativement important sur la performance de l'ETF en question. Alors, méthode de réplication, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as plusieurs méthodes de réplication. La méthode de réplication, c'est quoi? C'est concrètement, tu cherches à faire un ETF sur le S&P 500, ok? Tu as plusieurs choix pour arriver à avoir cet ETF-là. Soit tu vas aller acheter l'intégralité des boîtes du S&P 500, donc tu vas aller acheter chacune des sociétés du S&P 500 dans la même proportion que ce que le S&P 500 est constitué, et tu vas faire ton ETF comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de réplication physique. Physique, pourquoi? Parce que tu vas réellement aller acheter les titres. Et en plus de ça, on l'appelle la méthode de réplication full réplication. C'est-à-dire que tu vas vraiment acheter toutes les boîtes. Tu vas pas en acheter que 200 ou 300. Tu vas acheter toutes les boîtes de l'indice dans exactement la même proportion que l'indice. Ça, c'est la méthode
de full réplication physique ou réplication physique totale. Tu peux avoir des ETF qui font une réplication par échantillonnage. Bon là, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre. Par échantillonnage, c'est-à-dire que au lieu d'aller chercher les 500 sociétés, tu vas peut-être en prendre que 300 et modifier très légèrement le poids de chaque société dans l'ETF pour que la valeur, en tout cas pour que la performance de l'ETF se rapproche au maximum de la vraie performance de l'indice. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réplication par échantillonnage. Et tu vas avoir la méthode de réplication également synthétique. Alors synthétique, c'est que tu ne vas pas posséder directement les produits financiers. Je vais essayer de m'expliquer. Si tu as un ETF sur l'or, par exemple, l'ETF, tu l'as via ton compte titre ou ton CTO, mais je ne sais pas si c'est disponible... PEA, pardon, mais je ne sais pas si c'est disponible, c'est PEA, mais bon, c'est pas grave, tu vas comprendre. Quand tu as l'ETF, tu ne possèdes pas véritablement le lingot d'or. Je veux dire, tu n'as pas le lingot d'or chez toi, tu as ce qu'on appelle une réplication synthétique qui s'appuie sur le cours de l'or, et tu vas avoir des ETF synthétiques qui vont également fonctionner sur des actions. Tu t'es déjà posé la question de comment ça se fait que on puisse acheter des ETF du S&P 500 qui sont éligibles au PEA, alors que initialement le PEA c'est un portefeuille français avec des avantages fiscaux français qui vont t'inciter à acheter des actions françaises. Et tu te dis, tiens, c'est cool, on peut avoir les avantages des performances américaines éligibles au PEA. Tu t'es déjà posé la question de comment ça se fait que ça soit possible? Eh bien, c'est possible. Pourquoi? Parce que les ETF du PEA et notamment les ETF sur les autres indices éligibles au PEA sont des ETF synthétiques parce qu'ils ne peuvent pas l'être autrement, ils ne peuvent pas être physiques. Des ETF synthétiques, c'est des ETF qui vont être composés et qui vont fonctionner avec des swaps. Alors des swaps, c'est quoi? Swap, ça veut dire échange en français. C'est très concrètement, je vais essayer de t'expliquer ça, c'est que la société émettrice Amundi va entre guillemets swapper la performance du S&P 500 avec un autre produit de sa propre société. Ça s'appelle un swap. Tu vas avoir la performance du S&P 500 sur un autre indice et vice versa. Et c'est exactement comme ça que tu peux avoir un ETF certes synthétique mais avec une réplication sur la performance du S&P 500. Je ne sais pas si c'est très lisible. Je vais te lire un texte, ça va te permettre d'avoir un peu plus d'infos. Alors, certains ETF peuvent investir dans des paniers d'actions qui ne correspondent pas à celui de leur indice de référence, mais en contractant un swap. Ils échangent la performance de leur panier avec celle d'indice de référence. Ils répliquent ainsi très précisément le cours de l'indice. C'est grâce à la réplication synthétique que vous pouvez avoir des ETF éligibles au PEA, alors même qu'ils répliquent des indices non européens comme le S&P 500 ou le MSCI Emerging Market. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces ETF-là sont forcément des ETF synthétiques. Alors maintenant, tu peux te dire, ouais, mais du coup, est-ce qu'il vaut mieux acheter un ETF physique? Est-ce qu'il vaut mieux acheter un ETF synthétique? Bon, j'aurais tendance à te dire que si tu peux, achète l'ETF physique en full réplication, au moins tu n'auras aucun souci. Mais pour autant, c'est pas pour ça que tu auras également un souci sur un ETF comme je t'ai présenté l'ETF de chez Amundi S&P 500 UCITS, qui est quand même un ETF swap. Et encore, dans la méthode de réplication ici, ça nous donne des titres détenus en physique plus swap. Donc visiblement, on a les deux. Voilà, c'est pas pour ça que c'est plus risqué, en tout cas de mon avis. Tu peux avoir, et tu vas avoir aussi, quand tu vas aller dans la composition, parce que maintenant que tu sais ce que c'est que la méthode de réplication, échantillonnage physique ou synthétique, tu peux quand même te renseigner sur la répartition des composants de l'ETF. Donc en l'occurrence là c'est des actions qui composent le S&P 500. Et là, on va pouvoir voir que Apple en tout cas, correspond à 7,47% de l'ensemble du fonds. Tu as Microsoft à 6,60%, Amazon à 3%, etc. Donc, tu as vraiment les informations de la composition et de tout simplement l'encours dans le fonds. Ça, c'est une chose qu'il faut... c'est sympa de le savoir
Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut se rendre sur le site de l'émetteur. Ça te permet d'avoir quand même beaucoup d'informations. Et en parlant d'informations, eh bien maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et on va affiner et on va creuser un peu tout ça. Là je suis sur Interactive Broker. Voilà, je viens d'ouvrir il n'y a pas longtemps un compte chez eux. C'est pas mal et on va aller voir un petit peu les fondamentaux parce que tu vas voir qu'il y a quand même beaucoup de choses à savoir sur les ETF. C'est pas fini. Si je vais dans les fondamentaux et dans les performances, on va descendre un peu et on arrive directement sur les valeurs. Donc là, Sharpe ratio, enfin ratio de Sharpe, ratio de Sortino, etc. et carte suivie. On va détailler toutes ces valeurs là parce que c'est quand même important que tu comprennes. Et on va faire ça dans l'ordre. Donc la première valeur qui est le ratio de Sharpe, que tu peux également retrouver sous le nom de Sharpe ratio en anglais. Et ce ratio, il va servir à quoi? Va tout simplement servir à calculer la performance d'un portefeuille en comparant son rendement par rapport à un investissement sans risque du type bon du trésor, du type obligation et principalement obligations court terme, les fameuses bonds par exemple américaines sous 3 ans qui sont considérées comme des investissements sans risque parce que comme son nom l'indique, quand on est sur une obligation si jamais tu sais pas ce que c'est, je le glisse vite fait là-dedans, tu as action obligation, obligation c'est de la dette, c'est concrètement tu vas prêter de l'argent à un État, pour citer les bonds américaines, qui vont s'engager à te le rembourser avec un intérêt au bout de 3 ans. Et normalement, les bonds, les obligations, comme son nom l'indique, c'est qu'ils sont obligés de te rembourser. C'est pour ça que c'est vraiment considéré comme un placement sans risque. Et le ratio de Sharpe, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à savoir si les gains réalisés sur le portefeuille avec son risque eh bien, sont suffisamment élevés pour justifier justement le risque encouru. Voilà ce qu'il va chercher à faire. Donc, le calcul du ratio de Sharpe, il est simple. On prend le rendement du portefeuille moins le taux sans risque, on divise par l'écart type. Et du coup, ça représente globalement le nombre d'unités de risque par rapport à l'unité de rendement. Si par exemple, pour 1 de risque, tu as 0,4 de rendement, tu comprends bien que c'est pas forcément top. Si pour 1 de risque, tu as 2 de rendement, c'est vraiment ultra cool. Pour te donner un ordre d'idée, si on prend par exemple le MSCI World, l'ETF du MSCI World, donc il a produit un rendement de 8,47% depuis 1987 avec une volatilité de 14,87%. On y reviendra juste un peu plus tard sur cette valeur-là qu'on appelle également la standard déviation. Et du coup, si on fait le calcul du ratio de Sharpe sur cet ETF du MSCI World sur cette période-là, on obtient 0,4. Ça veut dire que pour une unité de risque, on a 0,4 de rendement. C'est pas forcément oufissime. C'est vrai que on le sait, quand on est inférieur à 1, c'est considéré comme mauvais. Quand on est supérieur à 1, c'est considéré comme bon. Quand on est supérieur à 2, c'est considéré comme très très bon. Et quand on est supérieur à 3, c'est exceptionnel, c'est très rare. C'est très compliqué de trouver des produits financiers avec des ratios de Sharpe supérieurs à 3. Et du coup, eh bien, par exemple, là, dans l'exemple, maintenant, si au lieu de mettre 100% de son investissement dans le MSCI World, on mettait que 50% dans le MSCI World et 50% dans des obligations d'État à moyen terme, eh bien, depuis 1987, on a un rendement qui passe de 8,42% à 7,5%. Mais par contre, on a un ratio de Sharpe qui est à 0,63. Donc là, on voit que pour 1 de risque, eh bien, on a 0,63 de rendement. Si on revient sur la page du ratio de Sharpe concernant l'ETF de chez Amundi, on est à 0,08. Donc là, tu vois que eh bien, c'est pas vraiment topissime. Pour autant, c'est sûr qu'on ne pourra pas avoir des rendements de 50% par an, mais sur une échelle de temps suffisamment longue, tu verras que sur notamment des ETF, le risque est relativement faible. Donc ça, c'était pour le ratio de Sharpe. Voilà, retiens juste que ça compare tout simplement la performance de ton portefeuille par rapport à un investissement sans risque. Alors, les ratios de Sortino et les ratios de Traynor, on va passer rapidement dessus, mais globalement, c'est des dérivés du ratio de Sharpe, parce que le ratio de Sharpe, ça va comparer le risque, mais autant à la hausse qu'à la baisse. C'est-à-dire que normalement, quand on parle de risque, c'est vrai qu'on parle tout le temps de risque quand un portefeuille a tendance à se cracher, à être dans le rouge, alors que le ratio de Sharpe, le risque, il est autant à la hausse qu'à la baisse. Et justement, ça va être corrigé par les ratios
de Sortino, qui est, donc, comme je te l'ai dit, une variante du ratio de Sharpe qui a été créée par Frank Sortino. Et parce que, comme je te l'ai dit, l'inconvénient du ratio de Sharpe, c'est qu'il considère la volatilité à la hausse comme faisant partie du risque, alors que, bah, on le sait, hein, si c'est à la hausse, c'est plutôt synonyme de rendement positif. Et donc du coup, le ratio de Sortino va éliminer la partie rendement positif et va se concentrer uniquement sur l'écart type des rendements négatifs. Donc ça, c'est le ratio de Sortino. Le calcul est simple, c'est le rendement du portefeuille moins le taux sans risque divisé par l'écart type des rendements négatifs. Et bien, comme le ratio de Sharpe, plus la valeur est élevée et mieux c'est, plus le rendement est sympa, ajusté au risque. Donc, si on devait vraiment comparer les deux, je dirais que le ratio de Sortino permet d'avoir une meilleure représentation du risque. Pour autant, là, on voit que, eh bien, on est sur 0,08 pour le ratio de Sharpe, 0,08 pour le ratio de Sortino, et le ratio de Traynor, c'est 0,07. Et pour ne serait-ce que parler vite fait du ratio de Traynor, c'est encore une variante du ratio de Sharpe qui a été inventée par Jack Traynor. Et concrètement, le ratio de Traynor, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à déterminer si un investisseur, en prenant un risque supplémentaire par rapport au marché, a obtenu un rendement supplémentaire. Le truc, c'est qu'on le verra un petit peu juste après avec les valeurs alpha-bêta, mais tu ne peux pas calculer le ratio de Traynor avec un bêta négatif. On le verra, le bêta, c'est globalement la volatilité. Si la volatilité est vraiment négative, tu ne peux pas avoir un calcul du ratio de Traynor. Et exactement comme les ratios de Sharpe et les ratios de Sortino, eh bien, plus la valeur est élevée et mieux c'est. Donc là, on est vraiment sur des valeurs qui sont proches de 0, 0,08, 0,08 et 0,07. Maintenant, on va s'attarder à ce qu'on appelle l'écart de suivi dans l'ordre. Donc l'écart de suivi que tu retrouveras aussi sous le terme anglais tracking difference. À ne pas confondre avec le tracking error, même si ça ressemble, c'est pas vraiment la même chose. Donc là, c'est simple, l'écart de suivi ou le tracking difference, ça va être tout simplement la différence entre les performances de l'ETF et les performances de son indice sous-jacent. Si je me remets sur la feuille de chez Amundi, là je suis sur la courbe, donc la courbe de comparaison entre l'ETF et l'indice de référence. Et si je zoome pour que tu vois, tu peux voir que, eh bien, sur l'instant T, l'ETF n'a pas exactement la même performance que son indice de référence. L'ETF, là, pour le coup, on est à 52,76, alors que l'indice de référence est à 51,06. Donc, il est légèrement au-dessus d'un peu plus de 1,5%. Et c'est ce qu'on appelle le tracking difference. Alors, c'est toujours cool quand on a eh bien, un tracking difference en positif. Là sur la feuille, ça nous donne un tracking, un écart de suivi de 0,13, donc c'est pas moins, c'est plus 0,13. Donc instantanément, on voit que l'ETF va surperformer son indice de référence. Ça, c'est très cool et c'est aussi gage de qualité d'un ETF. T'hésiteras pas à aller voir, c'est une donnée qui est très importante. Et comme je te l'ai dit, il faut pas confondre ça avec le tracking error. Le tracking error, ça va tout simplement mesurer la volatilité de la différence des rendements entre l'ETF et son indice de référence. Donc c'est légèrement différent, c'est une mesure qui s'intéresse à la stabilité de l'écart plutôt qu'à l'écart lui-même. Donc le tracking error n'est pas exactement la même chose que le tracking difference. Maintenant, c'est vrai que quand moi je vois ça, et on le sait, surperformer le marché, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Comment ça se fait que l'ETF, même en full réplication, peut avoir un écart de suivi positif et du coup une performance qui va différer de son indice de référence? Et ben, ça peut s'expliquer par pas mal de choses, notamment par le TER, le Total Expense Ratio, les frais, le coût d'opportunité et également certains ajustements au sein de l'ETF qui peuvent être faits en cours de route, qui peuvent tout simplement influencer les performances et expliquer ce tracking difference. Donc vraiment ultra important là-dessus, je pense que c'est assez simple à comprendre, mais voilà, fais bien gaffe à cette valeur-là. Maintenant, on va parler ensemble du ratio d'information, donc Information Ratio en anglais avec mon super accent. Globalement, le ratio d'information, c'est quoi? Eh bien, c'est le ratio entre le rendement actif d'un portefeuille par rapport à son indice de référence reporté à la volatilité de ce rendement actif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
Concrètement, c'est un ratio qui permet de mesurer la consistance d'un gérant à créer de la valeur sur le long terme. Et plus la valeur est grosse et haute, et mieux c'est. Alors là, tu te dis, ok, mais là, du coup, on a moins 0,01. Comment ça se fait? Eh bien, tu vas le comprendre. Je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Comment on fait pour mesurer, entre guillemets, la capacité d'un gérant à créer de la valeur? Eh bien, c'est que tout simplement, sur la plupart des fonds actifs, le gérant va essayer de regarder quelles sont les valeurs, par exemple les actions de l'indice du S&P 500 qui sont vraiment en train de surchauffer, qu'il estime être trop hautes et dont il va se débarrasser en les vendant pour aller acheter eh bien, des valeurs qui sont sous-cotées pour essayer d'avoir la meilleure performance possible. C'est comme ça que le gérant va créer de la valeur dans son fonds. Mais tu comprends bien que ici, dans le cadre d'un ETF, le but étant pas de surperformer ou de sous-performer l'indice, le but étant d'être le plus proche possible de son indice. Donc on ne cherche pas à surperformer ou sous-performer, surtout lorsqu'on est sur une méthode de réplication en full réplication physique avec exactement les mêmes sociétés dans les mêmes proportions. C'est pour ça que ici le ratio d'information est quasiment proche de 0, en l'occurrence moins 0,01. C'est tout à fait normal. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est un ratio qui permet vraiment de juger de la qualité d'un gérant à créer de la performance et de la valeur sur le long terme. Donc voilà pour ce ratio-là. Et le dernier des ratios, c'est le ratio risque-rendement. Le risque-rendement, on le sait, hein, pour combien de risques, en tout cas pour un de risque, combien tu vas avoir de rendement. Et en bourse et dans l'investissement de manière générale, plus le risque est élevé et techniquement plus le rendement est élevé. Mais parfois, tu peux avoir des produits financiers qui proposent 2 fois moins de risques pour le même rendement. On l'a vu tout à l'heure, notamment sur les ratios. Tu sais, quand on prenait 100% du MSCI World et qu'après on mettait 50% de MSCI et 50% d'obligations, on perdait un peu de rendement, mais on voyait bien que le risque était diminué de plus de 50%. Donc voilà, risque-rendement 0,1, c'est un risque-rendement assez faible. Hein. Il n'est pas élevé. C'est vrai que quand tu fais de l'ETF, eh bien, tu t'exposes pas forcément au risque. Et d'ailleurs, en parlant de risque, parce que là, c'est quand même des études et des ratios qui mesurent principalement le risque. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas de risque sur les ETF. Je te l'ai déjà dit. Un ETF ne peut pas couler. Il faut bien que tu sois conscient de ça. Un ETF peut être fermé, peut être abandonné par un émetteur, mais en soi, l'ETF ne peut pas couler. Donc ça, c'est hyper important de le savoir. Et si tu te mets sur une courbe du S&P 500, tu t'aperçois quand même que dans le temps, ça a tendance à monter. On le sait, les actions sont parmi les classes d'actifs, en tout cas la classe d'actifs qui a le plus performé au cours des 200 dernières années. Donc ça, c'est vraiment important de bien le souligner. Et maintenant, on va passer sur des valeurs alpha, bêta, R carré. On va expliquer tout ça parce que, encore une fois, tu t'aperçois que on a pas mal de valeurs et on a encore 2-3 trucs à dire. Alors, l'alpha, c'est quoi? Eh bien, l'alpha, c'est concrètement un indicateur de performance. C'est un indicateur qui va tout simplement évaluer la performance du portefeuille par rapport à son indice de référence. Là, la valeur est de 0. C'est un petit peu normal puisque le sous-jacent étant le S&P 500 et étant sur un ETF du S&P 500, on s'attend à avoir quelque chose qui réplique précisément l'indice de référence. Mais parfois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux avoir un indice qui sous-performe, en tout cas l'ETF qui surperforme l'indice. Dans ce cas-là, si par exemple on se retrouvait avec un alpha de 1 ou de 2, eh bien ça voudrait tout simplement dire que le produit financier surperforme de 2% l'indice de référence. Si on était à -2, ça voudrait dire que le produit financier ou l'ETF sous-performe de 2% l'indice de référence. C'est aussi simple que ça à comprendre. Là, on est à 0, donc ça sous-performe ou ça ne surperforme pas. On l'a vu, ça surperforme très légèrement. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on est sur un alpha à 0 alors qu'on voit bien qu'ici
on est légèrement en surperformance. Mais là n'est pas la question puisque j'étais simplement en train de t'expliquer qu'est-ce que c'est que le alpha. Donc l'alpha, c'est un indicateur de performance par rapport à l'indice de référence. C'est tout. Par exemple, si on prenait Berkshire Hathaway, je ne vais pas me mettre dessus, mais globalement, Berkshire Hathaway fait 20% de moyenne alors que l'indice est à 10%, en tout cas le S&P 500, eh bien on aurait un alpha de plus 10, ce qui est absolument énormissime, puisque sur une échelle de temps de 40 ou 50 ans, d'avoir 10 de rendement ou 50 ou 20 de rendement, pardon, eh bien c'est multiplié par plus de 50 sa mise initiale. Donc ce qu'il faut chercher à faire quand tu es pas forcément dans des ETF, mais quand tu es dans des fonds gérés activement, que ce soit des fonds communs de placement ou quoi, bien aller regarder le alpha et si possible chercher un alpha le plus gros possible. Bon là on est à 0 et c'est normal, c'est aussi gage de qualité. Si on était sur un alpha de moins 3, ça voudrait dire que l'ETF sous-performe de moins 3% l'indice. On comprendrait vite que l'ETF n'est pas vraiment fiable et que ce n'est pas un ETF de qualité. Ok, donc l'alpha, tu as compris, c'est une valeur qui va mesurer la performance. Et maintenant, on va passer au bêta qui, lui, va mesurer un indicateur qui mesure la volatilité de ton produit financier. Et dans le bêta, eh bien, quand on parle de volatilité, il y a forcément volatilité à la hausse et volatilité à la baisse. C'est pour ça qu'on a un bêta baissier et un bêta haussier avec un bêta moyen. Et donc, du coup, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ces valeurs-là? Ça veut dire que pour la partie baissière, par exemple, ça veut dire qu'à chaque fois que l'indice de référence va faire moins 1%, eh bien, l'ETF en question va faire moins 0,98%. Donc, il sera très légèrement au-dessus, il va très légèrement surperformer l'indice de référence. Et par contre, sur les phases haussières, quand l'indice de référence va monter de 1%, eh bien, l'ETF en question sur l'ETF de chez Amundi va également monter de 1%. Donc là, on comprend vite un truc, c'est que quand le marché baisse, l'indice de référence baisse, eh bien, l'ETF baisse un petit peu moins. Et puis quand ça monte, eh bien, ça monte dans les mêmes proportions. C'est pour ça qu'on a un léger décalage qui se crée, décalage qu'on retrouve directement ici. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que l'alpha qui mesure la performance, on devrait être pour moi en alpha positif de 0,01 ou quelque chose comme ça. Bon, peut-être que ça arrondit à 0, mais je suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, tu as bien compris que autant l'alpha, c'est un indicateur de performance, autant le bêta, c'est un indicateur de volatilité et ça va surtout comparer la volatilité de ton produit financier, de ton ETF en l'occurrence, par rapport à la volatilité de l'indice de référence. Si on avait par exemple un bêta haussier de 3, eh bien ça voudrait dire que concrètement, quand l'indice de référence fait plus 1%, eh bien on aurait nous plus 3%, ce qui serait absolument énorme, ça serait 1 fois 3. Donc si ça montait de 2%, on serait à 6, etc. Là évidemment, on s'approche de 1 pour 1 et 0,98 pour 1 pour le bêta baissier. Donc globalement, je pense que tu as compris ce que c'est que le bêta. Et maintenant, on va passer au R carré, également appelé le coefficient de détermination. Le coefficient de détermination ou le R carré, ça va mesurer la corrélation entre la performance d'un fonds ou d'un ETF par rapport à celle de l'indice qu'il suit et c'est en pourcentage. C'est-à-dire que pour essayer de faire simple, si par exemple sur cet ETF là du S&P 500, on a un R carré ou un coefficient de détermination, je dis de 0,98, ça veut dire que 98% de la performance de ton fonds ou de ton ETF est due à son sous-jacent. Donc en l'occurrence ici, 98% de la performance de l'ETF est due à l'indice de référence qui est le S&P 500. C'est aussi simple que ça, puisque comme je te l'ai dit, il y a des ajustements. Et là, en l'occurrence, on l'a vu, il y a une réplication sous forme de swap et d'indice physique. Mais si on était par exemple sur un ETF full réplication physique exactement dans les mêmes proportions, sans swap, sans rien du tout, eh bien on aurait un R2 ou un des coefficients de détermination de 1 qui voudrait dire que 100% de la performance de l'ETF est déterminée par rapport à son sous-jacent qui est son indice de référence.
Voilà ce que c'est le coefficient de détermination ou le R carré que tu peux également retrouver sous le terme R square. Maintenant, on va parler de la value at risk normal qu'on appelle également la VAR. C'est une valeur qui permet globalement de calculer le risque maximum potentiel d'un portefeuille avec un certain degré de certitude. Comment je peux expliquer ça facilement? Eh bien, par exemple, admettons que on prenne le cas du S&P 500. Et le S&P 500, on va avoir une historisation de la volatilité en fonction des jours et on a quand même un panel relativement large du nombre de jours, par exemple 10 000, 20 000, 30 000 jours. Et si on fait une étude statistique sur cette valeur-là et qu'on s'aperçoit que eh bien, 99% du temps, la variation journalière du S&P 500 se situe entre moins 1,5% et plus 1,5%, eh bien, il y a un certain degré de certitude qui dit que 99% du temps, on va avoir un S&P 500 qui va osciller entre plus 1,3 et moins 1,3. Voilà exactement ce que veut dire la value at risk. Si je peux te lire un petit peu, ça veut dire que, par exemple, elle peut répondre à certaines questions telles que avec un niveau de confiance de 95%, quel est le pourcentage maximum que je peux m'attendre à perdre au cours de l'année prochaine? Et si on prend par exemple la value at risk appliquée au Nasdaq, qui nous montre que les 5% de rendement quotidien les plus faibles sont des pertes allant de moins 9 à moins 4%, eh bien cela signifie tout simplement qu'on a 95% de chances que la pire baisse quotidienne soit supérieure à moins 4%. Voilà exactement ce que veut dire la value at risk. C'est tout simplement, comme je te l'ai dit, d'estimer la volatilité avec un certain degré de précision. C'est exactement ça. Donc là, on est sur moins 1,33. Ça veut dire que globalement, il y a 98,7% de chances que le risque maximum soit relativement faible. Et on peut également, sans non plus rentrer dans toutes les valeurs suivantes, mais ne serait-ce que pour parler de l'écart type. Alors l'écart type, c'est également un indicateur qui va mesurer la volatilité. C'est autrement appelé la standard déviation. Donc ça ressemble concrètement au bêta, mais c'est légèrement différent parce que l'écart type, c'est une statistique et c'est pas un ratio qui mesure la dispersion ou la variation dans une distribution égale à la racine carrée de la moyenne arithmétique des carrés des déviations de la moyenne arithmétique. Donc alors c'est assez compliqué dit comme ça, mais très concrètement, il faut voir le truc comme une courbe en cloche. Tu as une moyenne et l'écart type, ça va mesurer tout simplement la volatilité maximum dans le plus ou dans le moins d'un portefeuille. Donc c'est vraiment une étude statistique. C'est des valeurs qui servent, certes, mais tu n'as pas forcément besoin d'aller faire tes calculs et aller checker systématiquement l'écart type. Déjà, quand tu as bien compris l'alpha, le bêta et le R carré et que tu t'aperçois que l'alpha est proche de 0, que le bêta est le plus proche de 1 et que le R carré est plus proche de 1 aussi, ça te donne quand même une très très bonne indication quant à la qualité d'un ETF. Et je pense pas que tu aies besoin de trop t'embêter avec les valeurs de covariance, variance, corrélation. Je suis pas là non plus pour te donner un cours de maths et pour que tu puisses, enfin en tout cas que je te perde littéralement en route. À partir du moment où tu as bien compris toutes ces valeurs-là et à quoi elles servent, c'est vrai que quand je te les explique simplement avec des mots, eh bien sur le moment ça paraît relativement simple. T'hésiteras pas à retourner sur les différents chapitres si jamais tu as un doute. Mais pour autant, là on est quand même rentré dans le détail des différents ratios, des différentes métriques et des différents indicateurs. Et maintenant, il faudrait qu'on parle, je vais te parler vraiment un peu plus librement des ETF, notamment sur la solution de diversification, parce que je pense que tu as compris que avoir un portefeuille diversifié, c'est un moyen de sécurité. La sécurité, c'est très important quand tu fais de l'investissement, parce que plus tu es en sécurité et mieux c'est. Moi, sur cette chaîne, j'essaie de te donner toutes les clés pour que tu puisses avoir un portefeuille qui performe dans le positif et dans le temps. On n'est pas là pour perdre de l'argent, même si ça comprend des risques.
tu as vite compris qu'avec un ETF sur un marché tel que le S&P 500 ou le MSCI World, eh bien, le risque-rendement est relativement faible et en appliquant des stratégies simples, on peut quand même arriver à avoir une bonne sécurité. Et la diversification au sein de ces produits est extrêmement importante, comme tu l'as vu. Le S&P 500, il y a 500 entreprises, c'est pas rien. Ça veut dire que en un seul produit, sans forcément acheter tous les ETF du marché, eh bien, tu peux être et tu seras ultra diversifié. Moi, c'est le cas sur mon ETF du S&P 500. Voilà, passe un moment, j'avais plusieurs ETF, notamment le MSCI World, et j'ai décidé de me concentrer exclusivement sur le S&P 500 parce que c'était de manière générale celui qui performait le mieux. Donc vraiment, niveau sécurité, un ETF te mettra vraiment en sécurité. Après, c'est évidemment l'aspect psychologique parce que, comme on l'a vu, c'est des open-ended funds, donc tu rentres et tu sors comme tu veux. Si à la moindre baisse, tu commences à stresser et tu commences à vendre tes positions, eh bien, tu t'imagines bien que tu vas avoir des performances qui vont être grandement réduites. Pour ce qui est des performances, alors, je vais pas trop faire le dessin, mais on peut tout simplement, par exemple, se rendre sur la feuille de performance. Là, on peut voir que en performance cumulative sur 3 ans, on est sur 47,85% et on peut pas avoir, en tout cas sur l'ETF de chez Amundi, un historique plus conséquent que ça parce que l'ETF a été créé en 2019. Mais par contre, on peut aller voir sur l'ETF de chez iShares. Je vais juste aller chercher mon numéro ISIN. Donc là, voilà, j'ai rentré le numéro ISIN de l'ETF de chez iShares. Donc moi, j'ai le iShares Core S&P 500 en accumulatif. C'est vrai que j'ai pas précisé tout à l'heure, mais tu verras dans la description, enfin en tout cas dans le nom de l'ETF, pour dividendes réinvestis, la politique de distribution si c'est capitalisant et ou distribuant, tu vas avoir ACC pour accumulatif ou DR pour dividende return ou CAP pour capitalisation ou CAPI ou C. Donc vraiment là-dessus, il y a des déclinaisons. Mais moi, l'ETF donc de chez iShares, si on va directement dans les fondamentaux et qu'on regarde les performances, là, on a un historique un peu plus complet. On peut voir qu'en performance accumulative sur les 10 dernières années, on est sur 291,7%. Et du coup, sur des performances annualisées, le CAGR, j'ai fait une vidéo là-dessus, eh bien, on est sur 14,6% par an en moyenne annualisée. C'est absolument énorme, mais bon, c'est parce que les marchés ont vraiment bien performé. Du coup, tu vois vite que ça propose quand même des performances qui sont légèrement supérieures à un livret A. C'est pour ça que les stratégies ETF, c'est des stratégies qui fonctionnent relativement bien. Il y a de très grosses performances. Bien sûr, ça va dépendre du marché. Mais même s'il y a des crises, eh bien, il y a des rebonds. Les marchés remontent de plus en plus vite. C'est ce qu'on a remarqué. Crise de 2008, il a fallu un peu moins de 4 ans pour retrouver le même niveau. Le Covid, ça a duré un peu moins de 6 mois. Donc c'est vrai qu'il y a plus de volatilité sur les marchés, mais pour autant les performances sont là et c'est pas pour rien qu'on dit, et c'est pas qu'on dit dans le sens où on dit ça comme ça et que c'est une rumeur, mais par exemple des organismes comme le SPIVA qui va chercher à regarder les performances des portefeuilles particuliers et institutionnels comparés à la performance de marché. Quand on prend une échelle de temps suffisamment longue, par exemple de 20 ans, il y a 95% des portefeuilles qui font moins bien que le marché S&P 500 et c'est très compliqué d'arriver à battre les rendements et les performances du S&P 500. Donc là, le truc, c'est que tu peux te poser la question, ok, Jérém, j'ai bien compris les ETF, j'ai bien compris un petit peu toutes les valeurs. Est-ce que tu peux me donner une information sur une stratégie S&P 500? Eh bien, oui. Et d'ailleurs, je vais pas trop faire la vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi et elle est très bien faite. Je te mets le lien juste ici, je te mets quelques extraits pendant que je te parle. Par exemple, une solution d'investissement avec une stratégie en market timing et en DCA, en tout cas couplée à un ETF. Quelle est la meilleure des stratégies? Est-ce qu'il vaut mieux faire et essayer de faire du market timing ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de faire du DCA? Eh bien, la vidéo te montre tout ça et je te spoil un petit peu, mais tu seras 100 fois plus gagnant
à faire du DCA sur un ETF et sans te poser de questions, parce que la pire chose que tu peux faire, c'est de commencer à faire un DCA et d'arrêter d'investir dans ton ETF, surtout quand celui-ci baisse. C'est le meilleur moyen que de plomber ses performances. Donc si je pourrais te donner une seule indication dans cette vidéo, c'est si tu décides de faire un DCA, fais-le correctement, ne rate pas ton investissement et investis aux alentours du 20 du mois. C'est le petit tip que je te donne parce que le 20 du mois, c'est historiquement la période dans le mois où les marchés sont les plus bas. Ça te permettra de grappiller quelques pourcentages, et les pourcentages, et en tout cas les petits pourcentages, font la différence sur le long terme. Donc vraiment, va voir la vidéo après avoir fini celle-ci, tu vas voir, c'est relativement kiffant et important. Alors je vais rapidement te parler de la fiscalité sur les ETF. Comment c'est calculé? Eh bien ça va dépendre de ta stratégie, ça va dépendre de est-ce que tu es en PEA, est-ce que tu es en compte titre. Mais globalement, pour tout ce qui va concerner le compte titre ordinaire, la fiscalité c'est simple, ça sera le prélèvement forfaitaire de 30% sur toutes les plus-values réalisées ainsi que sur tous les dividendes perçus. Donc il faut bien prendre ça en compte parce que bien souvent quand tu vas avoir un ETF avec une politique de distribution, donc tu vas percevoir des dividendes tous les ans et tu vas être imposé sur ces dividendes là. Donc ça c'est important de le souligner. Sur le PEA, eh bien, ça va dépendre de plusieurs choses, notamment la durée de détention. Est-ce que tu détiens ton PEA depuis plus de 5 ans ou pas? Auquel cas, le prélèvement impôt va être différent. Si tu perçois et si tu vends et si tu retires, parce que le PEA, la différence avec le compte titre, c'est qu'il faut vraiment retirer de l'argent de ton PEA pour être imposé. Si tu retires de l'argent avec une plus-value réalisée, avec un PEA avec une détention de PEA inférieure à 5 ans, tu vas avoir pareil 30% d'imposition sur ta plus-value. Par contre, si tu détiens ton PEA depuis plus de 5 ans, eh bien, tu as un abattement forfaitaire et tu vas uniquement payer la CSG CRDS, sous-entendu les cotisations sociales, de 17,2%. Donc c'est pour ça que eh bien, ça dépend vraiment de si tu te trouves sur CTO ou si tu te trouves sur PEA, et encore sous PEA, c'est sous condition. Mais par contre, le PEA, si tu as des dividendes tous les ans et que tu réinvestis et que tu ne retires rien de ton PEA, par définition, tu ne paieras pas d'impôt. Ce n'est pas le cas sur le compte titre. Si tu perçois des dividendes, même si tu les réinvestis et que tu ne les prends pas directement sur ton compte, eh bien, tu seras imposé à hauteur de 30%. Donc ça, il faut que tu le saches et il faut que tu adaptes aussi ta stratégie en fonction d'eux. C'est pas pour rien que moi, de mon côté, j'utilise une stratégie en full réinvestissement sur le PEA et sur le CTO. J'ai également un ETF en accumulatif et une action qui pour l'instant ne verse pas de dividendes, mais je vais revoir un peu la stratégie. Donc je serai peut-être amené à payer des impôts sur les dividendes perçus. Mais bon, comme je dis, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Et maintenant, eh bien, on peut terminer sur tout simplement comment acheter un ETF. Parce que c'est bien beau tout ça, mais moi j'y connais rien à la bourse et du coup je sais pas comment acheter un ETF. Eh bien, la première chose à faire, c'est que tu vas déjà aller ouvrir un compte chez un courtier, donc chez DeGiro, chez Trade Republic, chez Fortuneo, chez Boursorama, chez Interactive Broker, peu importe le courtier, il y a des comparateurs de courtiers. Moi, j'en ai deux. J'ai Interactive Broker et j'ai Fortuneo. Donc, si jamais l'envie te prend d'ouvrir un compte chez eux, utilise le lien ou le code en description dans cette vidéo. Et pour ne citer que, par exemple, Fortuneo, eh bien, je vais te montrer comment on fait. Donc, une fois que tu as ouvert ton PEA, tu vas aller sur passage d'ordre, tu vas rechercher un code ou un numéro. Et encore une fois, eh bien, je te conseille d'aller chercher le numéro ISIN. Tu prends le numéro ISIN, tu fais une recherche directement dans passage d'ordre. Donc, sur Fortuneo, c'est ici. Tu fais rechercher. Techniquement, tu tombes sur le bon ETF. Voilà, c'est le bon. Et ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu l'achètes. Donc là, tu vas acheter. Là, je suis en marché fermé. Je ne vais pas valider, mais je vais te montrer. Donc, tu te retrouves avec cette fenêtre-là où tu peux paramétrer l'achat ou la vente. Donc là, on est sur de l'achat. Tu vas choisir ta quantité, la validité au jour, le type d'ordre. Donc, tu peux choisir soit au marché, soit à la meilleure limite. Si tu ne sais pas, choisis au marché. Mais à la meilleure limite, ça te permettra d'avoir des prix peut-être un peu plus avantageux. Et du coup, ça va directement te donner le montant
tu cliques sur « Je reconnais avoir préalablement consulté le document, etc. » et tu cliques sur « Acheter » et dès que le marché va s'ouvrir, donc c'est-à-dire lundi, ou que tu vas te retrouver en marché ouvert si tu le fais en marché ouvert, eh bien tu vas directement te retrouver avec tes unités d'ETF en portefeuille et ça y est, tu seras propriétaire de tes unités d'ETF. Je pense que là, ça y est, on a quand même bien dégrossi la partie ETF. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, bah, tu sais ce qu'il faut faire. Et puis, moi, je t'orienterai directement sur cette vidéo accès bourse parce que bah, voilà, tu auras des bases et tu pourras faire ton propre choix et ta propre opinion sur l'investissement boursier. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te remercie d'avoir écouté et d'être resté jusqu'à la fin. Et je te dis à la prochaine. Salut les bros!